Merci Fleur de me laisser donc introduire ce webinaire donc organisé par le Handipact des Hauts-de-France. Le sujet de ce jour est donc la PPR, hein, période préparatoire au classement, prise à l'issue d'une aptitude définitive. Hein, la PPR prépare le fonctionnaire à l'occupation d'un nouvel emploi. C'est un droit nouveau. C'est une phase de changement pour l'agent, mais également pour la collectivité. Et Amiens Métropole a accepté ce jour d'illustrer l'accompagnement qui est réalisé auprès de ces agents dans le cadre de la PPR. Donc, j'indiquais que c'est une phase de changement quand même essentielle pour l'agent et la collectivité dans un temps qui plus est qui est contraint. Ces trois enjeux hein, pour à la fois l'agent, la collectivité, sont des enjeux majeurs hein, qui seront donc exposés. Nous avons le 8 février précisément également organisé en webinaire national, je dis nous avons, le FIP précisément, organisé un webinaire national qui était porté par la région ARA donc sur la PPR. Donc ce webinaire viendra compléter et puis donner aussi des illustrations régionales hein, par le biais d'Amiens Métropole de ce sujet qui est un sujet prégnant. Alors, je voulais rappeler également que à ce jour, hein, donc le FIP accompagne également le financement de la formation hein, des agents dans le cadre de cette période dite PPR, hein, formations qui sont donc financées dans le catalogue des aides hein, avec un montant maximal de 10 000 euros. La mise à jour hein, du catalogue a été opérée en début de cette année. Hein. Je profite hein, de ce webinaire pour rappeler que le FIP a changé de site internet. Hein, le site est toujours celui du FIP, mais avec des modifications essentielles. Hein, donc, n'hésitez pas à consulter le nouveau site du FIP qui a été toiletté, amélioré, nouvellement agencé et à faire des retours hein, par rapport à ce site. Et donc, je vais laisser Fleur qui va intervenir hein, sur des aspects plus juridiques à l'issue de ce propos liminaire. Donc, bon webinaire à tous. Merci Isabelle. Donc, avant de commencer ce webinaire, je vais vous lancer un petit sondage concernant votre connaissance de la période de préparation au reclassement. Donc, là, je lance le sondage. Donc, une période de préparation au reclassement, une PPR, vous semble encore très abstraite. Vous souhaitez l'utiliser, mais pour diverses raisons, cela ne s'est pas encore produit. Ou vous l'avez déjà utilisé pour un agent. Voilà. Je vous laisse répondre pour qu'on ait un peu une idée, une représentation des spectateurs par rapport à la PPR. Je ne sais pas si je suis la seule à voir la progression des pourcentages, mais nous avons plus de 50% des spectateurs qui ont encore une vision de la PPR assez abstraite. Ça tombe bien. Nous allons faire un focus justement sur cette période de préparation au reclassement. 27% l'ont déjà utilisé pour un agent et 19% des participants souhaitent l'utiliser, mais pour diverses raisons, cela ne s'est pas encore produit. Donc, on espère pouvoir vous apporter les éléments qu'il vous manquerait pour la mettre en place. Voilà. Je vais partager les résultats. Et voilà. Donc, je vais partager ma présentation tout de suite. Donc, je vais faire défiler les slides. Voilà. Donc, on va, j'espère que là, vous voyez bien le sommaire. Donc, on va commencer par le cadre juridique. Ensuite, nous allons parler des agents éligibles, du contenu de la PPR et on terminera par le témoignage d'Amiens Métropole autour du parcours d'agent ainsi que les modalités pratiques mises en œuvre. Donc, pour ceux qui nous auraient rejoints entre-temps, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Q&R qui est proposé dans la barre qui se trouve en bas ou en haut de votre écran. Donc, nous allons tout de suite commencer par le cadre juridique.
Donc, l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique prévoit que le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'1 an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Donc, de fait, cette ordonnance crée une période préparatoire au reclassement, la PPR, pour les agents, permettant aux agents qui le souhaitent et qui présentent bien sûr les conditions d'aptitude nécessaires de suivre une formation préparatoire au reclassement durant la période d'arrêt. Donc, l'ordonnance du 19 janvier 2017 institue la PPR. Donc, suite à cette ordonnance, plusieurs décrets d'application ont été rédigés propres à chaque fonction publique pour préciser les modalités de mise en œuvre de la PPR dans chaque version de la fonction publique. Donc, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une PPR avec traitement d'une durée maximale d'1 an. Donc, cette période est assimilée à une période de service effectif. Donc, dans le premier versant de la fonction publique à avoir son décret et la fonction publique territoriale. Donc, depuis le 5 mars 2019, le décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de la territoriale est paru. Ensuite, le décret pour la fonction publique d'État est paru le 20 juin 2018. Et encore très récemment, la fonction publique hospitalière, le décret est paru le 18 mai 2021. Donc, encore plus récemment, 3 décrets concernant l'application de la PPR dans les 3 versants de la fonction publique ont été publiés là récemment, le 24 avril 2022. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er mai 2022 et s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à compter de cette date. Je vous ai remis les décrets par versant de la fonction publique. Bien sûr, la présentation vous sera adressée. Ces décrets fixent les modalités d'application de 2 nouveautés introduites dans le dispositif de reclassement par l'article 10 de l'ordonnance du 25 novembre 2020. Donc, il y a eu une mise à niveau des textes pour prendre en compte la possibilité d'un reclassement entre les 3 versants de la fonction publique et les modalités et conditions pour engager une procédure de reclassement sans demande préalable de l'agent. Donc, la procédure prévoit un entretien avec l'agent concerné. Pour la fonction publique territoriale uniquement, le décret prévoit que pendant cet entretien, l'agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un CEP, un conseiller mobilité carrière ou un conseiller désigné par une organisation syndicale. Donc, les 3 décrets apportent également plus de souplesse sur les dates de début et de fin de PPR. Donc, les 3 décrets qui ont été parus en avril 2022 et qui sont mis en application à partir du 1er mai 2022. Donc, sur demande du fonctionnaire intéressé, il sera désormais possible de mettre en place la PPR avant l'avis du conseil médical, donc à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité cet avis. Donc, dans ce cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la PPR. Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. Mais il est désormais possible de faire commencer la PPR avant l'avis du conseil médical si le conseil médical est programmé quelques semaines après. La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'administration dans la limite d'une durée de 2 mois. Pendant ce temps-là, le fonctionnaire est maintenu en position d'activité. Et les périodes de congé pour raison de santé, invalidité temporaire imputable au service, maternité, congé lié aux charges parentales, ne sont pas comptabilisées sur la durée de la PPR, ce qui entraîne le report de la date de démarrage
au retour de ses congés ou reporte la date de fin si ces congés interviennent en cours de PPR. Donc ça aussi, c'est bien à prendre en note. Enfin, les 3 décrets maintiennent les primes et indemnités pendant la PPR. Donc, les décrets mettent également à niveau les textes pour tenir compte de la mise en place des conseils médicaux ainsi que l'appellation médecine du travail au lieu de médecine de prévention pour les 3 versants de la fonction publique. Alors, j'ai un deuxième sondage à vous lancer avant de passer aux agents éligibles. Voilà. Vous souhaitez mettre en place une PPR, mais le profil de l'agent n'entre pas dans le cadre juridique de la PPR. Les opportunités de reclassement en interne sont limitées. L'agent ne vous semble pas prêt à entamer ce parcours. Ou bien, si vous avez d'autres difficultés, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, vous pouvez répondre au questionnaire. Pour l'instant, on voit que les opportunités de reclassement en interne sont limitées. Oui, pour beaucoup de participants. Je vais encore attendre quelques secondes que les derniers participants votent. Voilà, donc on est bien sur les opportunités de reclassement en interne sont limitées. Je partage les résultats. Et à la marge, le profil de l'agent n'entre pas dans le cadre juridique, l'agent ne vous semble pas prêt à entamer ce parcours ou autre. Je vais regarder. Le dispositif de la PPR est peu appliqué car pas de mise en place concrète au sein de mon administration. Oui, et là, Anna Roblé fait partie de la fonction publique d'État. Et autres, les 3 situations. D'accord. Voilà, donc on va revenir aux agents éligibles. C'est bon, je n'ai pas de questions. Donc, les agents éligibles sont concernés effectivement les fonctionnaires titulaires soumis à la loi du 13 juillet 1983 et sont exclus les agents non titulaires de droit public, les agents stagiaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 et les fonctionnaires relevant de statuts autonomes, donc comme les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les militaires, dont la gendarmerie. Ceux-là sont exclus du dispositif PPR. Donc, concernant le contenu de cette PPR, donc le principe est simple. Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement. Donc, la temporalité, on est sur demande du fonctionnaire intéressé. Il sera désormais possible de mettre en place la PPR avant l'avis du conseil médical, comme nous l'avons vu précédemment, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité cet avis. Ou à compter de sa reprise, si l'agent était en congé maladie ou pour d'autres raisons comme maternité ou les autres raisons qu'on a vues précédemment. La PPR prend fin à la date de reclassement de l'agent ou au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date
à laquelle son reclassement prend effet, dans la limite de la durée maximale de 3 mois. Voilà. À la fin de la PPR, si l'agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu jusqu'à 3 mois en position d'activité. La possibilité pour l'agent de refuser le bénéfice de la PPR. Donc, l'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une PPR présente une demande de reclassement. Voilà. Donc, l'objet de la PPR est de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de son administration d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. La PPR peut comporter dans l'administration d'affectation de l'agent ou dans toute administration ou établissement public des périodes de formation, d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d'accueil de l'agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d'affectation font l'objet d'une convention tripartite conclue entre cette administration, l'administration ou l'établissement d'accueil et l'intéressé. Donc, on a déjà des conventions pour la fonction publique d'État qui ont été rédigées par la plupart des centres de gestion et aussi par les employeurs de la fonction publique territoriale. Au niveau national, on n'a pas connaissance de conventions entre guillemets officielles pour les 3 versants de la fonction publique. Certains centres hospitaliers ont rédigé leurs propres conventions. Je pense par exemple au CHU d'Amiens, je sais qu'ils ont une convention pour mettre en place la PPR pour leurs agents. Voilà. La contractualisation de la PPR. Donc, l'administration établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. Donc, elle engage en outre avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre corps. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement. L'administration notifie à l'intéressé le projet au plus tard 2 mois après le début de la PPR afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la PPR pour la durée restant à courir. Donc, la position statutaire de l'agent pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant. Bon, je vois qu'il y a des questions dans l'onglet Q&R. Les enseignants de l'enseignement privé sous contrat public sont-ils bien éligibles à la PPR? Enseignants de l'enseignement privé sous contrat public. À partir du moment qu'ils sont fonctionnaires, oui, à voir après au niveau de leur contrat. Après, voilà, je pourrais reprendre chaque question et faire des réponses écrites pour que vous ayez une trace écrite, il n'y a pas de problème. La notion d'inaptitude doit être une inaptitude totale et définitive ou une inaptitude temporaire. Il faut que je vérifie. Je vais revenir après sur les questions. Fleur? Oui. Pardonne-moi, il me semble qu'effectivement, dès lors que le comité médical présente un reclassement, c'est que l'agent est inapte totalement et définitivement. Donc, en fait, ça ne peut pas être une inaptitude temporaire ni une inaptitude partielle. D'accord. Oui, c'est ce que vous avez déjà, c'est ce que tu as déjà dû rencontrer. Tous les agents qui ont pu bénéficier de la PPR ont été inaptes, définitifs et… Je confirme. Tout à fait. D'accord. On ne peut pas être dans des situations temporaires. Exactement.
Alors, pour l'enseignement, alors il faudrait peut-être quand même que nous nous rapprochions de l'éducation nationale, de voir comment sont traitées les situations, puisque la clé d'entrée est quand même également l'employeur. Donc j'entends bien que c'est un contrat de droit public, a priori, qui s'applique. Donc ça signifie qu'à un moment donné, il doit y avoir un rattachement peut-être à l'Académie de Lille. On posera la question aux représentants de l'éducation nationale. ok. Donc, je vais continuer sur le suivi et l'évaluation de la PPR avant de revenir peut-être sur les quelques questions et ensuite nous passerons au témoignage d'Amiens Métropole. Donc, le suivi et l'évaluation de la PPR, la mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité qu'il fixe, d'une évaluation régulière réalisée par l'administration conjointement avec l'agent. À l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent être modifiés en accord avec l'agent de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquement caractérisé à l'engagement ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'administration. Voilà. Donc, je vais revenir quelques temps sur les questions. Si vous avez des éléments de réponse, Isabelle et Françoise, n'hésitez surtout pas. Donc, si la PPR est à la demande de l'agent, quel est l'intérêt de laisser à l'agent la possibilité de la refuser? En fait, la période préparatoire au reclassement, elle permet d'anticiper et de préparer, comme le nom l'indique, la reconversion professionnelle. Ça, c'est le premier sujet. Si l'agent, en fait, la refuse, on a la collectivité l'obligation de reclasser l'agent, donc dans un délai, normalement un délai de 3 mois. Et auquel cas, si on n'y arrive pas, on peut aussi engager d'autres procédures qui peuvent aller jusque la radiation, le licenciement pour une inaptitude physique. Donc, en fait, l'agent, il a tout intérêt à accepter la PPR. Ça, c'était la première question. Et puis la seconde, un agent placé en PPR perçoit l'intégralité de son traitement. Il peut maintenant être placé en PPR dès la saisie du comité médical. Or, si le comité médical ne déclare pas l'agent inapte à son grade, la PPR ne peut se mettre en place. Qu'en est-il du trop perçu par l'agent? Alors là, on est vraiment sur des situations administratives et la position de la collectivité en la matière. En tout état de cause, on pourrait réclamer le trop perçu de l'agent. D'accord. Très bien. Ensuite, on a une question. Quels peuvent être les motifs de rupture de la PPR par l'établissement si l'agent ne respecte pas les termes? Oui. Liste existante, pas à ma connaissance. Créer une charte d'engagement à faire signer par l'établissement et l'agent, on en reparlera. Ça fait partie des outils à mettre en place de manière à garantir la bonne tenue, le bon suivi du dispositif PPR. Exactement. Merci Françoise. Je vous laisse du coup partager votre présentation. Je vous ai la main normalement. Oui. Un instant. Il est là. Comment on fait? Partage. Partager. C'est partager. Ouais. Partager. Pardonnez-moi. Écran partagé, invité. Je ne vois pas comment tu fais. Pour partager le document, tu vas où exactement? J'utilise ça. Est-ce que tu l'as ouvert le document? Le document, non. C'est pour ça que ça fonctionne. Non, mais il faut l'ouvrir. Tu l'ouvres et après tu peux le retrouver. Oui, c'est ça, je ne l'avais pas ouvert. Et après, on peut. Tu fais partager comme tu as fait juste avant. Je vais partager. Dans le Zoom, tu fais partager. Ça, tac, excusez-nous. Tweet. Ça.
Et après, partager. Tu l'avais étalé où écran partagé. Paramètres. Non, c'est pas là. T'étais à l'écran. Écran partagé. Est-ce que tu veux que je le partage? Attends, on ne vous entend plus. Partager, mais il n'y a pas partage. Je vais le partager. Vas-y, attends. Ah, tu peux le partager? Là, est-ce que vous le voyez? Non, attends. Moi, je viens de le partager sur... C'est bon, là, non? Tu vas dire clique dessus. Voilà, super, merci. Ouf. Ok. Donc, je vous remercie, mesdames, de présenter le parcours d'agent ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre de la PPR à Amiens Métropole. Donc, pour les spectateurs, donc, nous sommes en présence de Françoise Lepillier, qui est la responsable du pôle santé au travail d'Amiens Métropole, et d'Élodie Erard, qui est consultante maintien dans l'emploi au pôle santé au travail. Donc, je ne vois pas la question. Donc, en fait, l'idée, c'était d'expliquer comment on a mis en place le dispositif PPR à Amiens Métropole. Donc, ce que j'aimerais mettre en avant, en fait, c'est qu'on avait une situation qui doit se retrouver dans plusieurs collectivités. On avait un objectif stratégique qui était de développer l'employabilité de nos agents. Pourquoi? Parce qu'à Amiens Métropole, on est sur une pyramide des âges qui est, la population est vieillissante. Ça, c'est le premier aspect. D'un point de vue légal, il y a un départ à la retraite qui est de plus en plus tard. Et donc, c'est devenu pour l'ensemble des collectivités un vrai enjeu de développer l'employabilité des agents puisque leur carrière est plus longue. Donc, dans ce cadre-là, dès 2018, on a souhaité travailler sur un dispositif de préparation au reclassement. Donc, on avait appelé ça la PPRP, donc période préparatoire au reclassement professionnel. Nos objectifs, en fait, c'était de renforcer nos actions de manière à contribuer donc, à l'employabilité de nos agents, de proposer aussi un accompagnement à la fois individuel et approprié pour permettre aux agents d'acquérir de nouvelles compétences, de pratiques professionnelles sur des postes administratifs. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, alors pardonnez-moi, je ne l'ai pas dit au départ, mais Amiens Métropole, c'est plus de 3500 agents, plus de 200 métiers différents, avec donc une population vieillissante, beaucoup d'agents issus de la filière technique et qui, donc, suite à une aptitude, comme Madame Chavot l'a expliqué tout à l'heure, devaient avoir un reclassement notamment dans la filière administrative. Donc, il y a un vrai gap entre ce qu'ils faisaient précédemment et la nécessité d'être reconverti, d'avoir une reconversion professionnelle dans la filière administrative. Donc, on a commencé à travailler en essayant d'identifier des postes doux, ce qu'on appelle, où il y a un besoin et où on pourrait reclasser donc, nos fameux agents techniques qui doivent être reclassés. Et on a travaillé, alors on a joué aussi d'un concours de circonstances et qu'on devait retravailler la convention triennale avec le CNFPT. Et donc, on a profité de cette phase de rédaction d'une nouvelle convention pour mettre à l'ordre du jour ce sujet de développer l'employabilité de nos agents et de mettre en place une période préparatoire au reclassement. Donc, on a travaillé direction des ressources humaines, pôle santé-travail et CNFPT pour mettre en place un dispositif ad hoc. Donc, en termes d'étapes, il y en a eu plusieurs. La première, ça a été de convaincre
nos élus, en s'appuyant sur nos chiffres, notre population, combien d'agents sont en situation d'inaptitude totale et définitive, et la nécessité de pouvoir accompagner sur du long terme, d'avoir un vrai investissement en termes de capital humain sur la formation et l'accompagnement de la transition professionnelle de ces agents. Donc, Madame le maire donc bien évidemment souhaité s'engager dans cette démarche et on a proposé un courrier à sa signature de manière à solliciter au sein des directions, des services, des tuteurs qui seraient favorables à accompagner nos agents sur un dispositif donc, de préparation à la reconversion professionnelle qui allie donc une période de formation, des périodes d'immersion accompagnées, et j'insiste là-dessus, par un agent du service d'accueil, par le directeur, par le chef de service, et des périodes d'immersion. Dans ce cadre-là, on a eu des retours, on a porté ça aussi en comité directeur, pour que l'ensemble des directeurs de la collectivité portent aussi ce projet. Et on a eu des retours de direction, de chefs de service, d'agents qui ont dit moi, je suis favorable, je veux bien accompagner un agent en situation de reconversion professionnelle. On a identifié donc un groupe donc, de 30 bénéficiaires d'agents donc en situation d'inaptitude où, je rappelle que le décret n'était pas sorti, où nous on sait puisque on étudie tous les 15 jours les avis médicaux, on sait qu'un agent il est en situation d'usure professionnelle, on n'est pas encore à l'inaptitude totale et définitive, mais elle va arriver. Donc on a aussi intégré ces agents dans ce dispositif de période de reconversion professionnelle. Et on a aussi sollicité ce que je vous disais tout à l'heure, les tuteurs. Donc, bien évidemment, il faut qu'ils soient engagés dans la démarche, donc des tuteurs volontaires. Et on a calqué, en fait, le dispositif en faisant le parallèle avec les contrats d'apprentissage. C'est-à-dire que, et je vous expliquerai après, les tuteurs, on les a formés. C'est-à-dire qu'on les a tous réunis et on leur a dit, ce qu'on attend de vous, c'est quoi être tuteur d'un agent en situation de reclassement professionnel. Donc ça, c'est pour le volet accompagnement tuteur. Pour les agents qui entraient dans le dispositif, on les a réunis. Donc, on a fait une réunion avec la direction générale, la DRH, le pôle santé, les agents qui voulaient entrer dans le dispositif. Et on a aussi travaillé, donc je vous l'avais dit, avec le CNFPT pour qu'ils puissent évaluer les préacquis. Il nous semblait important de connaître le point de départ de l'agent, où est-ce qu'il se situe, et donc de travailler son employabilité à partir d'un questionnaire. Donc, ils avaient des tests finalement, et de voir un petit peu quel est leur degré de connaissance. Donc, il y a eu des tests de positionnement. Et donc, ça, c'est ce volet-là. Et puis, on a travaillé avec le service, donc en parallèle avec le CNFPT, donc la DRH, on a travaillé sur un socle de formation. Élodie vous le détaillera après, de manière à pouvoir définir sur une période donnée. Donc, on leur a dit, vous prenez les vacances pendant les vacances scolaires parce que vous allez être dans un dispositif qui alterne formation et immersion dans un service avec un tuteur. Et on a, avant, donc il y avait une logique de GPEC aussi, on avait identifié 4 métiers potentiels où on pouvait repositionner nos agents parce qu'il y avait des besoins, parce que c'était en correspondance avec le grade, d'un point de vue statutaire, c'était en cohérence. Et donc, on avait identifié des métiers d'accueil que sont agents d'accueil, secrétaires. Et puis, au sein de la collectivité, on a des CAF. Alors, ce sont des cellules administratives et financières. Et donc, ils pouvaient, pour certains, être redéployés sur des postes d'opérateurs administratifs, soit en ressources humaines, soit sur le volet financier avec une formation en amont.
Donc ça, c'est, voilà, il y a vraiment le CNFPT, la formation, le portage très fort. Et on a travaillé en parallèle avec le CNFPT sur un projet de convention qui engage en fait les différents acteurs. Donc, avant d'engager le dispositif, ils ont dû signer cette convention qui donc mettait en interface la DRH, le pôle santé-travail, le CNFPT, le tuteur de l'agent et l'agent, avec un petit peu les droits et les obligations. Quel est le rôle du CNFPT? Quel est l'engagement de la collectivité, le rôle de la DRH et du pôle santé? Quelle est l'obligation de l'agent? Et donc, tout ça a été mis en phase pour permettre cette PPR avant l'heure. Juste pour que vous l'ayez en tête, on s'est rendu compte que c'était de mettre l'accent sur mettre de l'énergie, du temps, des efforts sur l'employabilité, le développement de l'employabilité des agents, c'était payant, puisque sur cette PPR, donc, qui a été engagée, du coup, le dispositif a été travaillé en 2018, mis en place sur l'année 2019-2020 avant la Covid. Et en fait, on a eu, sur les agents qui ont été positionnés, on a eu un taux aujourd'hui de réussite de 70%, c'est-à-dire qu'ils ont été repositionnés sur des postes vacants. Je vous redonnerai le détail après parce qu'il faut aller plus avant dans comment on a mis en place la formation. Mais en tout état de cause, nos agents ont pu retrouver à terme, dans leur majorité, un poste vacant. Et si ça n'a pas été le cas, c'est lié soit à un gap. Rappelons-nous que ce sont des agents qui viennent d'un milieu donc, de la filière technique, qui est habitué à travailler dehors. La culture, on s'aperçoit aussi que remettre nos agents sur des périodes, des journées de formation, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et puis, des agents aussi qui, du fait de leur état de santé, n'ont pas pu mener ce dispositif PPR jusqu'au bout parce qu'ils ont été en arrêt. Je vais laisser Élodie présenter, rappeler le dispositif et le contenu de la formation, comment on l'avait travaillé. Oui, donc on a voulu schématiser un petit peu le dispositif pour que vous y voyez plus clair, tout en sachant que, voilà, comme le dit Françoise, on avait une période, une PPR un peu expérimentale, PPRP. Donc en 2019, on a réalisé avec l'aide du CNFPT des tests sur une matinée pendant 3 heures, des tests de positionnement. Donc une trentaine d'agents en 2019 et puis là en 2021, 17 agents. Pourquoi on en a eu beaucoup en 2019? Puisqu'effectivement, on a pu, comme c'était expérimental, on a pu se permettre de positionner des personnes qui étaient en attente depuis déjà un petit moment. Et par contre, cette année, là, en 2021, donc on a pris effectivement les agents suite au conseil médical et également des personnes qui allaient être en voie d'inaptitude, qu'on a pu ensuite régulariser par la suite via le conseil médical. Donc sur 30 agents, on a pu, après, suite à… Fleur, est-ce que tu peux mettre juste le dispositif, le dispositif précédent? Oui, merci. Donc, suite à ces tests, on a ensuite rencontré individuellement les agents. On a pu leur faire un retour personnalisé en lien avec le formateur du CNFPT, le consultant maintien de l'emploi en charge du suivi de l'agent, pour ensuite voir un petit peu son niveau. Donc, il y avait une notation, une notation qui nous a permis en fait de définir 3 groupes. Donc, autant pour notre PPRP que pour la PPR actuelle. 3 groupes, c'est-à-dire des personnes qui partent en socle de base, donc c'est un socle de formation commun. Donc là, ce sont les personnes qui sont les moins éloignées du domaine administratif, qui n'ont pas de réelles difficultés au niveau rédactionnel, orthographe, grammaire. Et donc, sur cette formation, socle de base, donc ce sont des formations on expliquera un petit peu plus en détail juste après, sur là aussi la gestion des émotions, la rédaction de comptes rendus, l'animation, la rédaction de courrier, une initiation aux finances, l'initiation au marché public, voilà, tout un type de formation sur 2 ou 3 jours. Donc en 2019, ces formations, ce socle commun, l'alternance socle commun et alternance, elle a duré 4 mois.
Et fort du bilan, donc c'était à juste titre, comme c'était expérimental, on a pu vraiment améliorer notre process. Et puis cette année, nous avons organisé notre formation socle commun, alternance, formation et immersion sur une durée de 6 mois. Donc elle a commencé en janvier 2022 et elle se termine fin juin. Voilà, puisqu'on s'est rendu compte, comme disait Françoise tout à l'heure, que parfois c'est difficile de se remettre, de tenir toute la journée en formation. Et on a davantage étalé les formations. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est 3 jours de formation, enfin 2 jours de formation, et 2 semaines après, c'est 2 jours de cours. Donc c'est beaucoup plus souple et ça permet de mettre en application directement au sein du service que l'on a appris. Donc, fort de ces évaluations de retour des agents, on a identifié 3 niveaux, on va dire, donc le socle de base, on vient d'expliquer, et puis une formation perfectionnement des savoirs de base, comme une certification Voltaire, donc pour certains, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, pour des personnes qui doivent encore se perfectionner, et puis après, à terme, passer ensuite en formation socle commun. Et puis, à un dernier niveau, donc on a eu 10 agents de positionnés en 2019. Donc, cette année, c'était environ 5. Donc, en consolidation des savoirs de base. Donc là, ce sont vraiment pour des personnes, donc c'est vraiment des petits groupes pour des personnes qui ont peu l'habitude des écrits, qui ont également des difficultés au niveau informatique. Et grâce aux formateurs, on fait aussi l'initiation informatique, mais également un rappel de base sur les mathématiques de tous les jours, les proportions, donc ce qu'on peut utiliser parfois au travail, et également une aide vraiment sur le langage professionnel, la rédaction de mail type. Donc ça se veut vraiment pratico-pratique pour vraiment consolider les savoirs de base. Et là-dessus, en fait, ce qu'on avait, j'ai oublié de l'indiquer, on avait négocié avec le CNFPT parce que vous savez que, enfin voilà, dans leur nouveau cadre, il faut un nombre minimum d'agents. Aujourd'hui, pour des formations classiques, le nombre minimum d'agents, c'est une 15aine d'agents. Et nous, on était allé voir le CNFPT en leur disant non, on est sur une population, enfin des agents qui sont en situation de maintien dans l'emploi, qu'il faut pouvoir accompagner. Et donc, on avait justement négocié avec le CNFPT cette possibilité qu'ils puissent dispenser des formations sur des groupes inférieurs. Donc, on était entre 5, 8, 10, voilà, mais pas au-delà, parce qu'on savait que si on allait au-delà, on allait en perdre quelques-uns en cours de route. Voilà. Et puis, les groupes que l'on a identifiés, ce sont des groupes relativement homogènes, comme cette année, en fait, voilà, cette année, ils sont 12, bon, on s'en peut commun, donc c'est un tout petit peu plus, mais voilà, au fur et à mesure de notre expérience, c'est un groupe qui s'entend bien, et c'est important aussi pour la dynamique de groupe, puisque ça dure quand même 6 mois. Et voilà, il y a une sorte un petit peu d'entraide et d'émotion qui se crée entre les stagiaires. Et puis, on a dû leur trouver en parallèle, comme l'a dit Françoise, des services d'accueil et puis une immersion sur des métiers, agents d'accueil, secrétariat, tout en sachant que le projet professionnel va s'affiner au fur et à mesure, puisqu'on en est au début du processus. Et donc, pour terminer le dispositif, ensuite, on a indiqué donc, le socle, comment elle est dispensée, orientation vers un poste spécifique. Donc, on vous avait dit que c'est des postes qu'on identifiait, nous, au niveau de notre tableau des emplois des effectifs, bien que la PPR permet également, si l'on souhaite et si on a vraiment les capacités, de travailler en partenariat avec d'autres comités de communes, d'autres fonctions publiques, la fonction publique hospitalière, mais on n'en est pas encore là. Par contre, dans le cadre de la démarche expérimentale, donc celle qui a été engagée en 2018, on avait justement, il y avait le CDG qui était intéressé. Donc, en fait, dans nos bénéficiaires, la trentaine d'agents bénéficiaires, on avait accueilli un agent du CNFPT sur le volet formation, c'est-à-dire que le CDG nous a dit ça serait bien que ça nous intéresse, notamment pour tout ce qui est secrétariat de mairie, etc. On accompagne l'agent et la formation n'était pas faite au sein l'immersion n'était pas faite au sein d'Amiens Métropole. Par contre, l'agent du CDG a bénéficié du dispositif formation que nous avions monté en partenariat avec le CNFPT.
Oui, tout à fait. Donc, c'était donc sur 14, on avait 14 agents, donc cette personne secrétaire qui devait à terme être secrétaire de mairie au niveau du CDG. Et donc, par rapport à ce dispositif, une fois qu'on travaille sur le socle commun, l'immersion, la découverte de différents métiers, on peut adapter, puisque la PPR elle se quand même personnalisée, le dispositif de formation de façon plus individuelle par rapport aux besoins de l'agent. Donc ça, c'est en lien avec le service formation développement des compétences d'Anières Métropole, le CNFPT, le retour également des formateurs, et puis le travail du consultant maintien dans l'emploi en lien avec les tuteurs. Donc des formations peut-être un peu plus poussées si on s'aperçoit que la personne est douée dans les finances. Donc forcément, on doit pouvoir mettre en place une formation plus qualitative par rapport au poste que l'on vise. Voilà. Donc, je complète. Parce que quand on dit qu'on a mis en place ce dispositif PPR, vous voyez l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est collectif. Pour autant, ça n'empêche que, et on l'a fait en parallèle, on a un agent de catégorie B qui doit être classé. Le profil de l'agent, les compétences ne sont pas les mêmes que ceux de la cohorte initiale, enfin ceux qui sont dans la PPR collective. Ça ne nous empêche pas de mettre en place un projet individualisé tel qu'il est décrit dans le décret. Mais nous, l'intérêt, c'était vraiment de mettre l'accent sur ce dispositif en se disant c'est vraiment un engagement de toute la métropole, de l'ensemble des directions, et on est sur, quand on prend les cohortes, je reviens sur la filière technique, où l'usure professionnelle, elle est la plus importante, on doit avoir peut-être aussi engagé une logique un peu collective. Parce que pour le coup, il y a une similarité en termes de profil de l'agent, en termes d'inaptitude, en termes de compétences initiales et à acquérir. Donc, on avait vraiment trouvé un intérêt à mettre en place un dispositif collectif. Voilà. Et donc, en matière de programmation, Fla, donc la diapo suivante. Voilà, super, merci. Donc, on vous a synthétisé un petit peu la programmation lors de la PPR 2019, puisque comme là, on vient de commencer la PPR, voilà, on va avoir un autre calendrier qui sera mis en place. Donc, on avait commencé par une réunion d'information des agents que l'on avait probablement identifié avec les autres consultants maintien dans l'emploi. Donc, l'évaluation des préacquis, on vous a parlé tout à l'heure du direct de 3 heures, avec le retour ensuite individuel. Ensuite, en juin 2019, donc on a vraiment présenté, après avoir envoyé le courrier, fait tout notre travail au niveau de la sensibilisation des tuteurs, pour vraiment présenter le dispositif avec des représentants de la direction des ressources humaines, tous les agents identifiés, les tuteurs, et puis le CNFPT qui nous accompagne sur ce projet. Ensuite, avant de commencer les différentes formations, socle commun, consolidation des savoirs de base, perfectionnement des savoirs de base, on a formé les tuteurs donc pendant 2 jours, et on a pu faire une clôture de formation avec les consultants maintien dans l'emploi pour répondre également aux différentes questions des tuteurs, puisque c'était une première, et c'est une formation de tuteur, mais adaptée à la PPR. Donc, pas des tuteurs pour les contrats d'apprentissage, donc on a vraiment personnalisé aussi le dispositif à ce niveau-là. Et ils avaient, pardonne-moi, je te coupe, on avait mis en place aussi un carnet de bord, en fait, qui permettait aux tuteurs de suivre en fait ce qui était attendu en termes d'axes de progrès, de compétences à acquérir au niveau de l'agent, en fait. Donc, on avait essayé aussi, et il y avait une stagiaire au niveau du CNFPT qui avait travaillé dessus, on avait outillé nos tuteurs de manière à ce qu'ils puissent, parce qu'il y a des bilans réguliers aussi, qu'ils puissent accompagner au mieux l'agent en situation de reconversion professionnelle. Tout à fait. Et puis, avant l'été, on a organisé donc là, une rencontre avec les tuteurs et les stagiaires, mais de façon plus personnalisée pour vraiment adapter le parcours des différents stagiaires, enfin, des différents bénéficiaires. Et ensuite, donc là, sur une durée de 4 mois, une alternance de 2 jours de formation et 3 jours d'immersion, donc toutes les semaines hors période de vacances scolaires,
dont vous avez indiqué, d'un accord tacite, en fait, on avait demandé aux agents de poser leurs vacances plutôt pendant les vacances scolaires. Mais de toute façon, ils étaient vraiment partie prenante du dispositif. Et puis pour eux, c'était logique, effectivement, d'être présents à tous ces jours de formation, sauf sur raison médicale, évidemment, justifiée, donc entre septembre et décembre. Alors que là, voilà, cette année, ensuite, on a fait une évaluation en janvier 2020, voilà, juste avant la Covid. On avait fait une restitution à l'ensemble des services et des tuteurs. Et puis, on a ajusté notre dispositif où maintenant, on organise ce socle commun sur une durée de 6 mois. Donc, on aura déjà un premier retour du dispositif à compter de fin juin, début juillet. Voilà. Dans le slide suivant, on ne va peut-être pas tous les reprendre, mais vous voyez en fait l'ensemble des formations. Donc, souvenez-vous, logique de GPEC, identification préalable des métiers sur lesquels peuvent être amenés nos agents être repositionnés sur des postes vacants, donc accueil, opérateur CAF ou finance, secrétaire. Et donc, il y avait donc un peu le b.a.-ba aussi, la connaissance de l'environnement territorial, la communication et les relations professionnelles, l'organisation, le fonctionnement de la fonction publique, l'accueil physique et téléphonique, s'initier au style et formalisme administratif, la gestion du stress, l'initiation donc aux finances publiques, la prise de notes, la gestion des émotions, l'organisation et la gestion de son temps, la sensibilisation aussi aux risques liés à l'activité physique, ça nous semblait aussi important de pouvoir l'ajouter, et puis aussi le recrutement, donc tenir un entretien, retravailler son CV ou sa lettre de motivation. Donc voilà là un peu le corpus qui a été, donc ça c'est pour la PPR expérimentale. Après ce dispositif expérimental, on a fait une réunion avec tous les acteurs bilan pour évaluer les plus et les moins, et on a retravaillé pour cette PPR actuelle avec le CNFPT les formations, et notamment on a mis au départ tout ce qui était deuil de l'ancien métier, gestion du stress, parce que en fait, cette première expérience, on s'est dit, on n'a peut-être pas pris par le bon. En fait, déjà pour eux, c'est un vrai effort pour l'agent de se reconvertir totalement, voilà, et de commencer d'abord par ces aspects un petit peu plus psychologiques, de manière à conforter l'agent dans sa posture de je vais apprendre à nouveau, je vais développer des compétences pour à terme pouvoir être repositionné sur un poste vacant. Voilà, donc peut-être un focus sur le rôle du tuteur. Oui, alors donc, le tuteur donc, qui a vraiment été volontaire pour accompagner l'agent, donc le tuteur se veut d'être proche, c'est-à-dire au sein du service de l'agent, donc ça peut être son N+1 ou alors voilà, un collègue proche de l'agent en cours de conversion professionnelle. Donc en méthodologie d'accompagnement, donc c'est forcément un tuteur voilà, qui est sensible aux problématiques de santé physique et psychique et puis qui avait vraiment à cœur d'aider à la reconversion professionnelle. Donc il a amené, les tuteurs ont forcément sensibilisé le collectif avant que l'agent intègre le service, donc pour que l'agent se sente bien et pas trop en décalage par rapport au reste de l'équipe. Ensuite, grâce aux outils qu'on avait préparés et lancés avec le CNFPT, le journal de bord. Donc, le journal de bord, ça permet de faire un parallèle entre ce qui a été appris en formation sur le commun et puis ce qu'on peut mettre en application au sein du service. Donc, le tuteur, il aide à la transmission des savoirs et des compétences propres à développer l'employabilité de l'agent accueilli. Donc, le tuteur, comme tout N+1 aussi, c'est en sus du lien entre le consultant maintien de l'emploi et l'agent, qui intervient aussi pour faire des bilans. C'est un accompagnement, on va dire, hebdomadaire, évidemment. Donc, organiser le planning d'activité de l'agent. Donc, nous, au préalable, on avait bien transmis toutes les dates de formation,
les dates des bilans avec les consultants maintenant à l'emploi pour organiser au mieux l'activité. Et puis, en lien aussi avec le consultant maintenant à l'emploi, c'était d'évaluer, on va dire, les différentes phases d'immersion et puis la progression sur le métier ciblé. Par exemple, l'agent d'accueil, on a des grilles qui permettent de voir où en est l'agent par rapport à, par exemple, comment répondre à un message, décrocher au téléphone, la compréhension des consignes. Voilà, tout dépend, on va dire, du métier. Et puis, l'adaptation aussi du poste de travail. Donc là, comme on l'a dit, c'est une personne en reconversion professionnelle. Donc, on a dû également travailler sur l'aménagement, problématique pour certains. Donc, un siège adapté, un siège ergonomique, des problèmes de luminosité. Ça peut être aussi la nécessité d'avoir un casque téléphonique. Des personnes qui ne pouvaient pas, par exemple, rester debout tout le temps, par exemple, sur un métier d'agent d'accueil. Donc, voilà. Donc, le consultant maintien en emploi transmettait également les avis du médecin de prévention pour adapter au mieux, aussi d'un point de vue ergonomie, le poste de travail. Donc voilà, et également aussi en formation. On a eu aussi la difficulté lors de la PPRP, le dispositif expérimental. On s'est rendu compte, pour juste des questions logistiques, que parfois les sièges des salles de formation n'étaient pas du tout adaptés à notre public, notamment pour les personnes qui ont des problèmes des cervicales et du dos. Donc là, on a dû aussi trouver des solutions donc pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà pour la présentation du dispositif. Donc, merci mesdames. Quelles sont selon vous les conditions de réussite et les freins que vous avez identifiés? Alors, sur les conditions de réussite, il y en a au moins 3. La première, et on vous le disait en préambule, c'est la nécessité d'un portage, en tout cas nous, ça nous a aidé, la nécessité d'un portage politique fort. Il faut que nos élus soient convaincus qu'aujourd'hui, développer l'employabilité de nos agents, ça doit faire partie de la stratégie d'une collectivité. Encore une fois, avec l'allongement de la durée des carrières, les situations d'inaptitude. Bon, là c'est peut-être propre à Amiens Métropole, mais le vieillissement dans le cadre de la pyramide des âges. Donc, tout ça fait qu'il y a nécessité de s'emparer du sujet. Et puis, un portage aussi au niveau de la direction générale. Vous avez pu voir dans la programmation qu'ils ont assisté aux réunions de lancement, aux réunions de débrief, des réunions bilan de tous les acteurs que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première condition de réussite. La deuxième, bien évidemment, elle est liée aux tuteurs et aux services. C'est-à-dire que si les agents ou les tuteurs ou les directions disent moi, des reclassements, j'en ai déjà eu, c'est bon. S'il n'y a pas un engagement, une prise de responsabilité à ce niveau-là, c'est vraiment un des gages de réussite. Il faut parce que le pôle santé-travail, il peut faire tout ce qu'il veut. Si sur le terrain, durant les phases d'immersion, l'accompagnement, il n'est pas de qualité, il n'est pas bienveillant, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est clair. Et le dernier sujet, et ça nous avait bien aidé, même si après, on vous expliquera pour la deuxième vague actuelle, pourquoi il n'y en a pas eu pendant 2-3 ans. Il y a eu de la Covid, mais au niveau régional, au niveau du CNFPT, ils étaient en restructuration, donc ça a été compliqué. En tout cas, on ne peut pas faire sans le partenariat fort et solide du CNFPT. Donc, pour moi, ce sont vraiment les 3 conditions. Un engagement politique fort, un investissement réel de la part des agents, les premiers concernés, des directions et services accueillants, et un partenariat fort du CNFPT. Je reprends notamment l'exemple de attention, on ne peut pas dispenser une formation comme on le fait classiquement. Ce sont des agents avec des particularités, donc on milite effectivement pour des petits effectifs.
Donc ça, c'est les conditions de réussite. Tu évoquais, Fleur, les conditions, les freins. Les freins, la difficulté en fait, et je pense que l'ensemble, on pourra échanger, mais on sait que cette réalité, elle n'est pas propre à Amiens Métropole. On a des situations de reclassement de plus en plus nombreuses et on a aussi une évolution de notre carte des métiers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens sur mes agents de la filière technique, je reviens sur les besoins en poste administratif. On sait qu'avec la digitalisation, l'évolution des outils numériques, les postes, par exemple, de secrétaire d'accueil, demain, les besoins ne seront pas là. Donc, il y a vraiment une nécessité de se projeter en termes de jeux PSC, mais ce qui est compliqué puisqu'on a des besoins, une cartographie des métiers qui évolue actuellement et des agents qui ont commencé, qui sont, encore dans… qui sont pas en phase avec cette évolution. Et ces agents, ils ont un statut de la fonction publique et il faut pouvoir les repositionner, les accompagner dans cette reconversion qui est, à mon sens, de plus en plus difficile puisqu'il y a un gap croissant entre ce que les attentes dans les différents métiers de d'une collectivité et entre guillemets, le potentiel de l'agent en lien avec ses restrictions médicales, avec son parcours initial. Quand vous avez été agent d'entretien toute votre vie, arrivé en situation d'inaptitude à 57 ans, j'ai encore potentiellement 8 ou 9 ans à faire et je dois être reclassée dans la filière administrative, c'est un vrai parcours du combattant. Donc ça, c'est vraiment un frein d'identifier et d'être à l'affût de tous ces métiers doux sur lesquels on peut repositionner nos agents, sachant qu'il y en a de moins en moins, alors que les situations d'inaptitude, elles sont quand même croissantes. La deuxième difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, on a une convention avec l'agent, on met en place un dispositif et on n'a pas de prise sur l'évolution de l'état de santé de l'agent. Donc, l'agent, il va commencer sa période de formation et puis il va retomber en congé maladie. Il va être en arrêt et ça va bien évidemment obérer les chances de réussite de cette transition professionnelle. Et le dernier volet, où nous, par exemple, ça a été un peu compliqué, c'est aussi quand on a un dispositif qui alterne des périodes de formation, des périodes d'immersion, de pouvoir aménager. Parce qu'effectivement, si vous êtes en face à des agents en situation de restriction médicale, il va peut-être falloir mettre un fauteuil adapté, des aménagements. Et là, c'est vraiment pratico-pratique et logistique, c'est j'ai un fauteuil adapté, l'agent il en a besoin, ce jour-là la formation elle se passe à tel endroit, il faut aller apporter le fauteuil et tout ça. Donc c'est comment on considère aussi, il ne faut pas oublier justement, parce qu'à un moment, on rentre dans un parcours qui est ficelé finalement en termes de formation, mais on est en face à des agents qui sont en situation de restriction médicale. Donc, ce sont les trois freins principaux que nous avons pu identifier au niveau de la collectivité. Une présentation du parcours d'un agent qui a vu ces dispositifs, on aurait pu en citer plusieurs, mais plus particulièrement, on retient celui d'un agent spécialisé en crèche, donc de l'affaire technique, agent technique territorial, que l'on suivait depuis environ 2-3 ans. Et qui revenait souvent voir le médecin de prévention pour des restrictions médicales qui ont augmenté au fur et à mesure des années. Donc, pour anticiper, en parallèle, elle avait passé un bilan professionnel. Mais donc, grâce à la période préparatoire expérimentale, on a pu lui proposer, donc en partenariat, en relation aussi avec son service et sa crèche, son employeur actuel, la PPR. Et donc, ça a été très difficile pour cet agent puisque c'est une personne qui adorait son métier, qui n'avait pas encore une aptitude totale et définitive à son métier d'agent spécialisé près d'enfants, mais qui pour autant se rendait compte que ça devenait de plus en plus compliqué d'effectuer l'échange, d'être au contact des enfants quotidiennement. Et également, nous, au niveau du pôle santé au travail, d'accompagner le service
puisque quand les restrictions se reportent trop sur le collectif, effectivement, il faut aussi qu'on trouve, nous, une solution pour accompagner l'agent vers sa reconversion professionnelle. Donc, typiquement, c'était une personne qui n'avait pas encore d'avis de reclassement, mais qui a pu bénéficier tout de suite, qui a passé une test de positionnement, qui se sont avérés vraiment très positifs et qu'on a pu intégrer directement sur une formation socle commun et qui est monté en compétence sur un métier agent d'accueil d'administration, ce sont les métiers liés aux formalités administratives dans les quartiers. Ouais. Dans les mairies de quartier, on avait trouvé un tuteur et donc elle est montée en compétence pour environ 4 à 5 mois sur un des secteurs d'Amiens Métropole. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Et en fait, à l'issue, on a un autre poste qui a été ouvert sur un autre secteur. Et en fait, on a pu positionner et stabiliser cet agent, on va dire 6 mois après, mais finalement dans les 1 an réglementaires, même si à la fois c'était une période expérimentale, et elle a été stabilisée. Et pourquoi je mets ça aussi en avant, c'est que en fait, c'était possible aussi grâce au travail vraiment du tuteur, de l'accompagnement du service, et puis du socle commun qui lui a permis vraiment de reprendre confiance en elle et petit à petit de faire le deuil de son ancien métier. Ouais, et ce que j'ai oublié de dire aussi, je reviens sur le portage un peu politique et de la direction générale. En fait, au niveau de la collectivité, priorité est donnée au reclassement. C'est-à-dire qu'on se réunit régulièrement, on identifie les postes vacants à venir. Mais là encore, vous savez que c'est compliqué parce que, en tout cas pour nous, les agents, déclarent leur souhait de retraite le plus tardivement possible. Donc, on a cette visibilité à moyen terme ou à long terme, elle est très compliquée. Dit autrement, ils doivent le faire dans les 6 mois et les agents, généralement, ils disent je vais être à la retraite 6 mois, juste dans le délai légal des 6 mois, quoi. Et par rapport à ça, la collectivité, en fait, elle fait le choix de ne pas ouvrir des postes en disant c'est la priorité au reclassement. Et donc, quand je vous dis cette logique de GPSC, elle est importante. Alors, bien évidemment, il y a des négociations, il y a des directeurs qui disent « mais attends, là, tu m'as préempté le poste, moi, j'ai déjà 2 reclassements, etc. » Mais on a toujours ce regard, après, voilà, c'est de la casuistique, mais priorité au reclassement. On sait, quand il le faut, dire « non, ce poste-là, il ne sera pas ouvert à recrutement ou à mobilité interne, hein, et il est pour un agent en situation de reclassement. » Par contre, si on voit que ça n'aboutit pas, on redonne, on dit voilà, on se renie avec la RH et on dit non, finalement, c'est un peu compliqué, on a la teneur du poste, il y a un gap trop important, voilà, pour X raisons, et on peut redonner ce poste au vivier mobilité et recrutement, quoi. Mais il y a cette priorité affichée au reclassement. Très bien, merci beaucoup. Présentation très riche et très intéressante. On a aussi reçu en parallèle des questions très intéressantes aussi. Je vous propose qu'on y regarde et qu'on essaye d'y répondre. Si la PPR n'aboutit pas à un reclassement, quelle suite donner? Alors, je l'ai pas là. Donc, d'un point de vue, ça dépend de quel point de vue on se positionne. D'un point de vue statutaire, la réglementation, vous la connaissez comme moi, à l'issue, ça peut aller jusqu'à une radiation, en fait. On n'a pas pu reclasser l'agent, la PPR, voilà, on peut aller jusque-là. Socialement, la collectivité et les élus, notamment, ne font pas ce choix-là. Donc, ce qui se passe concrètement au niveau de la collectivité jusqu'à ce jour, c'est qu'on laisse l'agent en situation de renfort et on continue à développer, à essayer de développer ses compétences. Il y a vraiment des cas à la marge où la situation de l'agent plus sa manière de servir, elle n'est peut-être pas optimale, où on va aller jusqu'au bout de ce que la réglementation elle nous permet. C'est l'état actuel des choses. Après, si j'essaie de me projeter en dehors de la collectivité, est-ce que c'est la bonne initiative? C'est-à-dire qu'on
est confronté à de plus en plus de situations d'inaptitude. Est-ce qu'il faut avoir une lecture beaucoup plus statutaire des dispositifs? Peut-être que ça sera une orientation. En tout cas, ce n'est pas celle de nos élus actuellement. Oui. On voit sur un certain nombre de collectivités la radiation des cadres qui est prévue pour les fonctionnaires n'est pas utilisée systématiquement dans un but social. L'employeur continue d'assurer. Effectivement, j'ai échangé avec un certain nombre de collectivités à ce sujet. Pour revenir à la possibilité de l'agent de commencer la PPR avant la décision du conseil médical, on a une question. Le temps de l'attente de la décision du conseil médical ne serait-il pas plutôt un temps de préparation de la PPR? La période étant déjà une période de préparation, je ne sais pas si on peut mettre un temps de préparation à la PPR. Non, alors encore une fois, comment on se positionne? Moi, j'ai deux positions, mais il y a la pratico-pratique et il y a le statut. Personnellement, je suis plutôt convaincue qu'il faut anticiper autant que possible les situations d'inaptitude totale et définitive. Donc, si j'ai un regard critique sur ce qu'a produit le législateur, je trouve qu'il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il met l'élément déclencheur, le comité médical, et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Fleur, il permet d'enclencher cette PPR pour peu qu'on régularise dans les semaines, enfin les délais ne sont pas très précis d'ailleurs, cette situation. Et donc, je reviens sur cette analyse. À mon sens, on se trompe parce que si je reviens sur l'objectif de développer l'employabilité de nos agents, des fois un an, ça dépend à la fois des formations, mais des capacités de l'agent à acquérir. Moi, j'ai vu des situations où un agent, c'était très, très compliqué. Il ne lui a pas fallu un an et après, il a été stabilisé sur poste vacant, mais il lui a fallu aller 2 ans, 2 ans et demi pour être opérationnel sur le poste. Donc, effectivement, je comprends le législateur, il faut des délais parce que ces délais permettent d'avoir une lecture statutaire jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, je pense que si les collectivités, elles ont la possibilité d'anticiper le plus possible, c'est peut-être aussi, alors je raisonne tout, mais de faire des réunions d'information auprès des agents qui vont être en situation d'inaptitude. Si le conseiller en évolution professionnelle, il les reçoit, de leur dire, mais attendez, là, votre situation, vous êtes en aménagement de poste plus, attention, si vous vous projetez dans quelques années, vous allez peut-être entrer dans un dispositif de période préparatoire. Mais la situation, elle est à la fois pertinente et difficile à répondre parce qu'on a, d'un point de vue légal, des délais, alors qu'on sait que dans la vraie vie, ces délais, ils sont pas forcément efficaces et en plus de ça, pour le vivre, en tout cas, moi, j'ai pu constater que tu mets 2 agents en situation de période préparatoire, ils ne vont pas, selon leur vécu, leur profil, leur capacité d'adaptation à un nouveau métier, elle n'est pas forcément la même. Et pourtant, la PPR, elle est de 1 an pour tous. Oui. Exactement. Ensuite, on a une autre question sur une PPR avec un projet de reclassement sur un poste du cadre d'emploi de l'agent. Est-elle valable? Est-ce que on peut reclasser un agent sur un poste du même cadre d'emploi? Alors là, s'il est reclassé, je raisonne tout, mais si vous avez des éléments de votre côté, cadre d'emploi, ça veut dire qu'il n'a pas de reclassement s'il reste dans la même filière. Je ne comprends pas la question, en fait. Par contre, ce qu'on doit, nous, dans la PPR, de dire, voilà, je suis sur tel grade, je vais être reclassé, on devra le reclasser à même niveau. Après, il y a la possibilité, avec l'accord de l'agent, de le reclasser sur un grade inférieur. Mais pour moi, si on parle de reclassement statutaire, il ne peut pas rester dans le cadre d'emploi d'origine. Oui. Je raisonne tout, mais… toutes les PPR sont aussi
cadrés comme Amiens Métropole, ou est-ce le côté expérimental qui a rendu leur parcours bien défini? On voit également qu'il y a des parties en groupe, mais qu'en est-il pour les employeurs moins conséquents qu'Amiens Métropole? Donc oui, bah, effectivement, là, on est sur quelque chose de cadré parce que c'est Amiens Métropole qui a D'ailleurs, une... compléter, si tu veux, Fleur, il y a tout un sujet, alors pour la territoriale notamment, aujourd'hui, de portage par les centres de gestion qui se sont occupés du sujet pour être en appui des plus petites collectivités territoriales. On voit effectivement Amiens Métropole est forcément structurée, François Sepilly à la direction d'un pôle santé au travail qui est complet. Enfin, d'ailleurs, on aime beaucoup travailler avec Amiens Métropole de par cette structuration de leur politique handicap et de l'accompagnement des agents. Pour autant, effectivement, premier relais, ça peut être les centres de gestion qui se sont emparés du sujet. J'ai eu des questionnements de plusieurs centres de gestion basés dans les Hauts-de-France à ce sujet. Alors, pour la fonction publique hospitalière, il y a également tout un sujet plus récent. Là, je ne parlerai pas de l'État particulièrement, que les ministères sont porteurs. Pour la fonction publique hospitalière, donc, les décrets ont été pris plus tardivement. Le FIP finance un poste en région qui est un poste de référent handicap, qui est en soutien également des établissements hospitaliers. On a alors, toujours sur le territoire amiénois, par ailleurs, on a également le CHU d'Amiens, qui a été l'un des premiers porteurs de PPR. Donc, pour la fonction publique hospitalière, si certains d'entre vous sont plutôt rattachés à la fonction publique hospitalière, il peut y avoir un relais opéré par Karine Delannoy, qui organise régulièrement des réunions à destination des référents handicap de la fonction publique hospitalière. Et donc, ce sujet sera également traité par Karine Delannoy. Je crois d'ailleurs qu'elle l'avait mis en ordre du jour d'une de ses prochaines interventions. Donc voilà peut-être un début de réponse pour donc élargir le sujet aux petites collectivités pour lesquelles effectivement c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Pour compléter, si vous n'avez pas les coordonnées de Karine Delannoy et que vous êtes fonction publique hospitalière, n'hésitez pas à m'écrire, je vous transmettrai ses coordonnées téléphoniques et mail sans aucun problème. Voilà. Ouais. Ensuite, j'avais une question sur l'évaluation des agents. Comment sont-ils évalués? Enfin, si je reprends le cas d'Amiens Métropole, on a des grilles d'évaluation et donc avec les différentes compétences en fonction du métier cible, les différentes compétences, savoir-être, savoir-faire qui doivent être acquis. Et puis, il y a des bilans réguliers et c'est acquis, non acquis, envoi, enfin voilà. Et puis, il y a donc ça réunit le conseiller maintien dans l'emploi, ça réunit le tuteur, l'agent. Et voilà, c'est tout. Dès que vous entamez une PPR avec un agent, est-ce que vous savez en amont le poste que ce dernier pourrait occuper à l'issue? Pas toujours. Non. Pas toujours. On essaie, mais quand même. Comment cela se passe si l'agent souhaite suivre une formation qui dure 2 ans dans le cadre de sa PPR? Et si cette formation aboutit de toute façon sur un diplôme pour lequel l'employeur n'a pas de poste? Alors, du coup, pardon, c'est peut-être pas forcément le bon outil parce que je me remets dans le statut. Le statut, il te dit que la PPR, elle est d'1 année. Et là, on est plutôt sur la mobilisation du CPF parce que bien évidemment, dans les dispositifs de formation, et là, je sors des inaptitudes, mais un plan de formation pour une collectivité, on le met en fonction de l'évolution des métiers, des besoins et de la cartographie de nos emplois. Donc, on va pas… on évite quand même de financer des formations où il n'y a pas d'emploi chez nous. Donc, l'outil, c'est plutôt le CPF. Je n'arrive pas bien à comprendre la question. Oui, je pense aussi qu'il ne faut pas utiliser la PPR si une formation… Non, la question porte aussi sur la limitation finalement de la PPR. Françoise, vous le disiez à l'instant, ça reste un outil. Donc, c'est un outil, ce n'est pas forcément l'outil adapté. Je pense que la question portait sur justement le dépassement également de la situation d'un agent en particulier par rapport à ce que propose au cadre juridique de la PPR.
Donc là, on a une question d'un établissement hospitalier qui rencontre des difficultés à trouver des postes de reclassement pour les AMP ou AS. Et si un administratif est reconnu inapte, que lui proposer? C'est fonction de chaque situation. Ouais. Là, de toute façon, le projet professionnel, il est à établir. Alors, il est vrai que pour l'hospitalier, enfin, j'ai travaillé personnellement dans le secteur privé, mais pour des hôpitaux privés en ressources humaines, il est vrai qu'il y a forcément une limitation. 80% des personnels sont des personnels soignants. Donc, il y a toujours le sujet de la reconversion, hein, notamment qui était signalé, hein, les aides-soignantes ou les AMP. Donc là, c'est un sujet qui est toujours très prégnant. Ce qu'il faut voir également, malgré tout, hein, alors je parlais plus généralement, hein, que du sujet de la PPR, c'est aussi tout le sujet de la mobilité, hein, professionnelle tout au long d'une carrière professionnelle et des reconversions qui seront nécessaires pour différentes raisons. Donc là, bon, on parle précisément de sujet médical aujourd'hui, mais pour autant, la question, elle est d'ensemble, hein. Et puis, il ne faut pas oublier également qu'il y a tout le sujet des bilans de compétences, etc., qui sont à mobiliser tout au long d'une carrière, problème de santé ou pas, hein. Là, ce sont des sujets, je pense, à envisager, enfin, que la fonction publique hospitalière traite, hein, par ailleurs. Ce sont des sujets d'ensemble sur toute une carrière. Ouais. Et puis le CNFPT, je complète, Isabelle, le CNFPT, il propose aussi les ateliers de la mobilité, etc. Parce que effectivement, on s'aperçoit que il y a encore, pardonnez-moi, la jauge n'est peut-être pas la bonne, mais il y a 10 ans, on était fonctionnaire, on entrait, allez, je vais dire Amiens Métropole, on faisait toute sa carrière. Demain, aujourd'hui, on constate, et demain, ça sera encore plus vrai pour nos enfants, la mobilité, elle fera partie de leur vie professionnelle. On n'est plus à rester, voilà, je suis entrée là et je fais toute ma carrière là, quoi. Et c'est vrai qu'il faut inciter nos agents à faire ces bilans, à participer aux ateliers de la mobilité qui sont proposés par le CNFPT, de manière à pouvoir se projeter, a fortiori, puisque les carrières sont plus longues. Après, à confirmer avec Karine Delannoy pour la fonction publique hospitalière, mais l'équivalent du CNFPT et la NFH, hein, dans la fonction publique hospitalière. Donc, à voir s'il existe aussi sur le sujet de la mobilité. Quand le reclassement est accepté, la rémunération de l'agent est celle de l'emploi dans lequel il a été reclassé, ou bien il gagne sa rémunération antérieure? Non, quand il est stabilisé sur un nouveau poste vacant, il y a toujours une étude statutaire. Donc, en fonction de son grade, il change de filière, donc sur l'équivalence, le grade équivalent dans la nouvelle filière. Et puis après, donc c'est propre à la collectivité, il y a le régime indemnitaire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais essayer de le simplifier, pardon. Nous, dans la collectivité, donc on est en train de s'engager dans le RIFSEP, mais avant le RIFSEP, on a un régime indemnitaire. Nos agents de la filière technique sont de niveau 11, donc le bas niveau, enfin le niveau le plus bas, il y a 11 niveaux et le 11e est le plus bas, parce qu'ils sont entrés, par exemple, sans concours et sans, par exemple, diplôme. Quand ils basculent dans la filière administrative, dans Amiens Métropole, tous les postes administratifs sont de niveau 10. Je n'ai pas de poste de niveau 11 dans la collectivité en filière administrative. Donc, nos agents qui étaient 11 dans la filière technique, ils sont stabilisés sur un poste vacant, eh bien, ils ont la rémunération correspondante à ce nouvel emploi, dans le respect des grilles statutaires, etc. Concernant la rémunération des agents en PPR, avez-vous maintenu leur RIFSEP? Le RI, oui. En fait, la loi, elle permet de ne pas le maintenir. On n'a pas fait ce choix-là. Encore une fois, nos élus, le maire d'Amiens, notamment Brigitte Fourré, est très sensible à ça. Et on a gardé le maintien du régime indemnitaire. On ne s'est pas du tout positionné sur des... la loi permettrait d'être plus restrictif. Ce n'est pas le cas pour Amiens Métropole. Et pour ça, vous avez fait une délibération? Non, parce qu'on n'a pas, comme je vous le dis, on travaille là, la mise en place du RIFSEP, elle va se faire au 1er janvier 2023. Donc, on est en fait sur une situation intermédiaire, quoi. Après, est-ce que c'est en cours de négociation avec nos organisations syndicales, est-ce qu'il y aura une approche plus restrictive? Aujourd'hui, je suis incapable de le dire.
Et une dernière question, la PPR est liée à une inaptitude au grade, donc il peut changer de grade dans le même cadre d'emploi? Aussi, oui. Voilà. Oh, c'est possible, effectivement, c'est possible. Mais c'est possible. Mais en tout cas, je prends, pardonnez-moi, juste mon expérience, mais propre à Amiens Métropole, j'ai très peu de cas où ils sont inaptes à leur grade. En fait, on est vraiment sur une inapte à l'ensemble des fonctions de la filière, quoi, du grade et du cadre d'emploi. Je n'ai pas connaissance de situations telles que, même si, effectivement, la personne qui a écrit ça a la raison, il y a des possibilités d'inaptitude sur ce volet-là. J'ai encore 2 questions qui sont arrivées. Donc, dans la fonction publique hospitalière, les ASD sont la population qui est le plus touchée par les inaptitudes. Toutefois, ces derniers sont en catégorie B. Lorsqu'un reclassement est demandé sur poste sédentaire, c'est compliqué d'aboutir à un reclassement statutaire car la filière administrative est catégorie C. Oui, effectivement. C'est vrai que la situation des ASD a été revalorisée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Difficulté pour l'éducation nationale de reclasser des personnels cadre A, sur des postes cadre B. Oui, pareil. Ouais, et c'est vrai. Et à l'inverse, je prends le cas pardonnez-moi, mais d'Amiens Métropole. Par exemple, on a tout ce qui est assistantes sociales qui ont été en février 2019. Donc, catégorie B repositionnée. Donc là, on est dans la logique statutaire sur des fonctions de catégorie A. La dame, elle doit être reclassée. Demain, je la reclasse sur du A, puisqu'aujourd'hui, son grade, il est en A. Donc, on a la situation inverse également. Et on a une autre question, inaptitude au grade. Quand le grade est égal au métier, par exemple, infirmier, aide-soignant, greffier. Je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. Ah, c'est une remarque. D'accord. Merci, Madame Roblet. Ah, merci. D'accord. Très bien. Donc, nous avons terminé les questions. Nous avons tenu le timing. Je vous remercie vraiment pour la qualité des réponses et de votre présentation. Isabelle, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, je voulais remercier déjà Amiens Métropole de cette présentation et puis du temps d'échange d'échange avec des questions, donc des réponses apportées, de la qualité de ces réponses apportées aux questions des différentes personnes qui se sont connectées aujourd'hui sur le webinaire. On voit que c'est un sujet qui touche beaucoup, puisque, comme le signalait Françoise Lepillier, il y a tout un sujet aujourd'hui qui est celui de l'employabilité, qui est celui de ces carrières qui vont être de plus en plus longues et pour lesquels des situations de santé vont se poser. Donc, on voit, il y a vraiment tout un sujet qui est un sujet très prégnant de nos sociétés qui vieillissent et qui connaissent également ces sujets de santé au travail. Alors, je voulais aussi, j'ai entendu un certain nombre de messages portés sur notamment les portages politiques. On le voyait, là, on est face à une politique handicap qui est une politique handicap qui est très soutenue, et d'où l'intérêt d'un portage politique qui favorise aussi l'accompagnement par les managers, et c'est ce qui a été aussi précisé durant cet exposé fait par Amiens Métropole, le sujet aussi de l'encadrement intermédiaire qui va aussi accompagner ces agents et pour lesquels il faut être en amont formé. La PPR est un outil, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est un des outils, et d'ailleurs on a eu le sujet d'une formation plus longue, etc., qui correspondait pas au cadre de la PPR. Donc, il y a vraiment, je pense, aujourd'hui, tout un sujet du portage politique, de la formation, de l'information qui est passée auprès des managers de proximité pour qu'ils puissent accompagner les situations d'agents. Et puis, ce sujet de l'employabilité tout au long de la vie, de la désinsertion professionnelle, qui sont des sujets aujourd'hui très portés au niveau politique, par les différents politiques qui se sont suivis au niveau gouvernemental. Et on le voit, c'est vraiment tout un sujet d'accompagnement de la société, de la prise en main par chacun de sa carrière professionnelle, de sa formation. Et là, on est sur la sécurisation des parcours professionnels totalement. Voilà, donc merci également à Fleur de l'animation de cette matinée au Handipact des Hauts-de-France.
Merci à tous. Merci à tous, c'était un plaisir. Bonne continuation. Merci, bon appétit à tous. À bientôt. Au revoir.